Olivier Guerrier, visage singulier du Plutarque humaniste. Autour d'Amyot et de la réception des Moralia et des vies à la Renaissance. La traduction par Amyot des vies des hommes illustres et des Moralia de Plutarque est au cœur de cette enquête sur les différences de sens et d'enjeux entre le message de l'auteur grec et ses réutilisations à la Renaissance. Combinant philologie et herméneutique, Olivier Guerrier invite ainsi à jeter un regard neuf sur le travail de traducteur. Le monde occidental, quant à lui, semble ignorer quasiment Plutarque jusqu'au début des années 1370. En 1373, à la cour papale d'Avignon, sur la demande du cardinal Pietro Corsini, le moine byzantin Simon Atamanous traduit le De Cohibenda Ira, traduction revue par Coluccio Salutati, chancelier de Florence. Puis, vers 1380, Juan Hernández d'Heredia, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Rhodes, se voit offrir une version en aragonais des vies. Il faut toutefois attendre le début du XVe siècle et le passage de plusieurs manuscrits de Byzance en Italie pour assister à une explosion des adaptations latines, des vies en particulier. Avant que ne s'ouvre à partir de 1420 un véritable Aetas Plutarchiana, Jacopo d'Angelo, proche du même Coluccio Salutati, traduit ainsi la vie de Brutus, la vie de Cicéron, celle de Pompée et Marius, puis le De Fortuna Alexandri et le De Fortuna Romanorum, tandis que Guarino de Vérone, professeur, se confronte à Constantinople vers 1408 à la vie d'Alexandre, puis à Florence, en 1411, à celle de Flamininus, ainsi qu'au De Liberis Educandis, à la vie de Marcellus l'année suivante, à celle de César, jointe à un nouvel avatar de celle d'Alexandre, vers 1413, à celle de Coriolan, un an plus tard, et enfin, entre 1414 et 1418, à Venise, aux 6 vies d'hommes d'État grecs, Dion, Thémistocle, Phocion, Eumène, Pélopidas, Philopoémène. Le goût de l'humanisme civique va aux grands hommes, comme en témoigne le De Viris Illustribus de Pétrarque, de même qu'à l'histoire, expliquant ce primat de la traduction des biographies. Chancelier de Florence à son tour de 1427 à 1444, Leonardo Bruni met l'accent sur les généraux et hommes d'État romains, Marc-Antoine, Caton le Jeune, Paul-Émile, Cicéron. Il s'inspirera de la manière plutarchienne dans ses Vite di Dante del Petrarca de 1436. Par la suite enfin, sous les auspices des Médicis, à qui elles sont souvent dédiées, d'autres érudits traduisent encore d'autres vies isolées, en sorte que dès 1470, presque 40 ans avant l'impression du texte grec, ces versions sont rassemblées sous la houlette de l'éditeur romain Giovanni Campano pour constituer la première publication de ces nouvelles vies parallèles en latin. Au sein de cette effervescente production, les opuscules moraux ne figurent ainsi que de façon éparse, tels des suppléments ponctuels. À la vérité, ce n'est que vers 1440 que débute leur vulgarisation, lorsqu'Antonio Casarino en traduit 9, dont le De Adulatore, De Capienda ex inimicis utilitate, le Septem Sapientum Convivium, ou encore les 2 traités d'Apophthegme. Instruction civique ou pédagogique, les choix sont dictés là encore par le contexte social et intellectuel, ainsi que par les dédicataires. Par exemple, vers 1500, Giovan Battista Buonisegni, ami de Marsile Fincine à Florence, dédie à Laurent de Médicis le De Profectibus in Virtute, dans la pure tradition de l'institution du prince par le philosophe. La question féminine et la morale domestique ne sont pas en reste. En 1495, Alamanno Rinuccini procure une traduction du Mulierum Virtutes, et en 1497, Carlo Valguglio fait de même avec les Praecepta Conjugalia. Un tel caractère événementiel renoue avec le statut originel des opuscules moraux, matière labile, aisément adaptable aux exigences du moment.